Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 22 h dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin la présidente de l'État de l'Éthiopie, Madame. Dans l'actualité internationale, les Palestiniens projettent un rôle positif des États-Unis sous Biden. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par le départ de la présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, à la tête d'une importante délégation qui a quitté ce soir Djibouti après une visite officielle de 48 heures. Eh bien, elle a été saluée à l'aéroport par les principales autorités, dont le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement et le Parlement. Durant sa visite, la présidente avait rencontré hier le président Ismaël Omar Guelleh, avec lequel elle a discuté du renforcement de la coopération entre Djibouti et l'Éthiopie. Et ce matin, elle s'est rendue à l'Assemblée nationale pour prononcer un discours important axé sur les relations privilégiées entre les deux pays et son soutien. Elle a notamment remercié Djibouti pour son soutien à l'Éthiopie. Le chef de l'État djiboutien Ismaël Omar Guelleh et son homologue d'Éthiopie ont réitéré la volonté commune de leur pays à poursuivre le processus teinté de réussite, d'intégration, de complémentarité caractérisant leur économie. Eh bien, lors de la rencontre, le président a fait part de la volonté de Djibouti d'élargir les relations dans tous les secteurs d'activité entre les deux pays et son attachement à la stabilité et à l'unité de l'Éthiopie avant de saluer le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Tigré. Enfin, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage à la présidente éthiopienne. Dans l'après-midi, elle a visité, rappelons-le, les infrastructures de Djibouti et s'est rendue pour une visite de courtoisie au siège de l'IGAD, l'organisation régionale, comme elle a accompagnée des ministres des Affaires étrangères. Elle a été reçue par le secrétaire exécutif en présence de ses collaborateurs. Et nous allons bien sûr revenir sur le sujet de l'Assemblée et la visite de la présidente au port et à l'IGAD. On commence par cette visite à l'Assemblée nationale où la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, en visite officielle de 48 heures, a été reçue ce matin à l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, accueilli avec piquet d'honneur de la gendarmerie nationale. La présidente Sahle-Work Zewde a été saluée au seuil du Parlement par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Elle était accompagnée du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. L'invitée de marque a par la suite été introduite dans l'hémicycle national bondé qui regroupait dans ses arcades les élus du peuple, membres du gouvernement, représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités à Djibouti. Eh bien, remarquons donc cette journée, eh bien, après l'hymne national, les deux intervenants, le speaker et la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, ont exprimé leur sentiment d'amitié, de fraternité et leur vœu de stabilité. Eh bien, après l'hymne national, la dernière partie de cette plénière singulière dans l'histoire de la représentation nationale a vu l'invité de marque éthiopienne faire l'érudit et polyglotte laisser trace indélébile de sa visite par le biais de quelques propos écrits dans la langue de Molière dans les livres d'or du Parlement de la République de Djibouti. Enfin, l'ensemble de l'auditoire, sur invitation du président Mohamed Ali Ahmed, s'est rendu au perron solennel sous le drapeau de l'institution parlementaire pour procéder à une photo de famille aux côtés
de l'invité de la République de Djibouti, en l'occurrence la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Madame Sahle Worke Zewde. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a dans son intervention souligné la force de l'amitié qui unit les deux pays frères, qui dépasse, a-t-il dit, les intérêts communs et repose sur des liens de cœur solides, des liens historiques, des liens de partenariat, d'échange, tout en indiquant que la présidente de l'Éthiopie, Sahle Worke Zewde, est la troisième personnalité éthiopienne à prendre la parole à l'hémicycle après l'ancien Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn et l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed Ali. La haute magistrature que vous représentez aujourd'hui est avant tout un aboutissement et un exemple pour toute l'Afrique. Nous sommes aussi particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui, car chacun sait toute la force de l'amitié qui unit nos pays frères et qui dépasse les intérêts communs et repose sur des liens de cœur solides, des liens historiques, des liens de partenariat et d'échange. Sans oublier nos liens culturels qui sont venus à travers le temps tisser vigoureusement les fils qui nous unissent. Cette amitié profonde mérite d'être célébrée à sa juste valeur. Madame la Présidente, je ne saurais oublier d'évoquer la crise sanitaire inédite de la Covid-19 qui n'épargne aucun pays, aucune économie. De la qualité de notre relation dépend notre capacité à relever ensemble ces nouveaux défis du XXIe siècle pour la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie a su maintenir sa stabilité face aux conflits qui embrassent la région. Oui, l'Éthiopie a pu surmonter les différentes crises qui ont jalonné son histoire récente en se réinventant continuellement afin de s'adapter et préserver sa cohésion nationale. Même dans des conjonctures difficiles, vous pouvez être fière, Madame la Présidente, de votre pays qui a toujours su faire preuve de générosité à l'égard des autres. En effet, votre pays accueille sur son sol plus de 665 000 réfugiés. Dans toutes ces preuves, l'Éthiopie a d'abord pu compter sur les sacrifices de ses filles et de ses fils, sur les efforts de son peuple pour que la justice et la paix l'emportent. Votre grande nation a pu compter sur son génie, sur ses atouts économiques et intellectuels qui l'ont rendue si résiliente. Votre patrie a pu compter également sur ses amis, au premier rang desquels se situe la République de Djibouti, toujours présente à ses côtés. N'oublions pas que la stabilité de votre pays, c'est aussi la stabilité de Djibouti, et par conséquent la sécurité et la stabilité de toute notre chère région, la Corne de l'Afrique. Djibouti n'a cessé et ne cessera, Madame la Présidente, d'être à vos côtés. Aujourd'hui, j'entends certaines inquiétudes s'exprimer à propos de votre action pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans la région du Tigré. Sans vouloir intervenir dans les affaires intérieures de votre pays, je suis confiant dans la capacité des autorités éthiopiennes à trouver une issue à ces problèmes internes. Je souhaite rendre hommage à votre engagement au service de votre pays. Vive la République de Djibouti et vive la République démocratique d'Éthiopie. Et la présidente de l'Éthiopie, Mme Sahle Worke Zewde, a pris la parole devant les élus du peuple et souligné l'importance des liens entre les deux pays suivant l'intégralité de son discours. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
honorables députés, messieurs et mesdames les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir et honneur pour moi que d'être ici devant vous pour venir m'exprimer devant cette auguste assemblée des représentants du grand peuple djiboutien. Je vous remercie, Monsieur le Président et honorables députés, pour l'insigne honneur que vous me faites en m'y invitant. Je suis très heureuse de voir dans cette salle plus de femmes que je n'en voyais lorsque j'étais à Djibouti. Je voudrais féliciter la République de Djibouti pour cette avancée significative. On est dans la bonne voie, on n'y est pas encore, mais c'est avec les filles et les filles de nos pays respectifs que nous pourrons aller de l'avant. Et je voudrais vraiment vous féliciter. En revenant à Djibouti dans les fonctions qui sont les miennes, je suis porteuse d'un message d'amitié et de fraternité du gouvernement et du peuple éthiopien à l'endroit du peuple et du gouvernement djiboutien. Je mesure la portée symbolique de ma présence devant vous aujourd'hui, qui est à la hauteur des liens séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent si heureusement nos deux pays et nos deux peuples. Au plan personnel, vous comprendrez l'émotion qui est la mienne en foulant le sol djiboutien, ma seconde patrie, que j'ai quittée il y a maintenant 18 ans. Ces nombreuses années n'ont en aucun cas altéré le plus grand respect que j'ai pour le peuple djiboutien et les deux présidents de la République que j'ai connus, le président Hassan Gouled et le président Ismaël Omar Guelleh. J'ai passé dans ce pays, on ne peut plus attachant, les 10 meilleures années de ma vie professionnelle. À la tête de la représentation diplomatique de l'Éthiopie, à des moments parfois difficiles. Durant ce long séjour, j'ai pu apprécier l'hospitalité et la générosité exemplaire du peuple djiboutien. J'ai partagé nos joies et nos peines respectives. J'y ai fait de nombreux amis, dont l'amitié indéfectible m'ont été d'un grand soutien. Cette amitié entre les personnes est le juste reflet de celle que se vouent nos deux peuples depuis fort longtemps. Pendant mon séjour à Djibouti, j'ai été un témoin privilégié des progrès importants enregistrés dans les domaines économiques et sociaux sous la direction sage et éclairée de son Excellence, le président Ismaël Omar Guelleh. J'ai également suivi avec beaucoup d'attention les efforts déployés par les dirigeants djiboutiens à tous les niveaux pour consolider le climat de paix et de concorde qui prévaut dans ce pays, en dépit d'un environnement compliqué. La paix et la stabilité de Djibouti sont un motif de fierté pour toutes les Djiboutiennes et tous les Djiboutiens. Pour l'Éthiopie, je peux vous assurer que la paix, la stabilité et la prospérité de Djibouti sont des atouts sûrs pour la promotion de la paix et la stabilité régionale. Permettez-moi donc de rendre un hommage mérité à mon frère le président Ismaël Omar Guelleh, à son gouvernement et à l'ensemble des institutions et autorités de ce pays pour les progrès accomplis. Mes meilleurs vœux les accompagnent dans la poursuite de leurs efforts au service du peuple djiboutien. Nos deux pays sont liés par des liens anciens et solides,
Ils n'ont pas attendu l'émergence d'un monde globalisé et indépendant pour sceller leur destin commun, fondé sur une histoire commune et un voisinage fécond. Ces liens se nourrissent de l'attachement commun et profond de nos deux peuples à la paix et au développement. Ils sont fondés sur un dessein commun et une vision partagée. Notre vivre ensemble en bon voisinage n'aurait pas pu se faire si on ne partageait pas des valeurs communes et des principes fondamentaux. Ainsi, la coopération entre nos deux pays s'est considérablement accrue au-delà des relations commerciales historiques portées par ce qui a longtemps été le cordon ombilical entre nous, le chemin de fer, ainsi que le rôle joué par le port de Djibouti dans l'acheminement des importations et exportations éthiopiennes. Ces relations bilatérales sont appelées à s'accroître et à se diversifier davantage. Il nous faut être ambitieux dans des secteurs divers, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la zone africaine de libre-échange. Au-delà de leurs relations bilatérales, qui sont incontournables, nos deux pays coopèrent étroitement dans le cadre de l'IGAD et de l'Union africaine en vue de la réalisation des objectifs de paix et de développement de nos deux organisations communes. À cet égard, l'intégration de notre sous-région demeure un objectif à atteindre conformément aux intérêts de nos deux peuples. Le développement économique de nos pays va évidemment de pair avec les efforts visant à instaurer une paix durable. À cet égard, s'il y a lieu de se réjouir du fait que nos deux pays ont pris une part très active aux efforts déployés au niveau régional, continental et international visant à trouver des solutions aux crises qui ont affecté notre région, il faut cependant rester vigilant car la paix demeure fragile et menacée qu'elle est par des facteurs divers et des défis qui font fi des frontières. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, comme vous le savez, mon pays a connu des semaines sanglantes en raison des attaques à la fois cruelles et lâches perpétrées par la junte du TPLF contre les soldats et officiers de notre armée nationale. Vous conviendrez avec moi qu'aucun État digne de ce nom n'accepterait que l'on tue de sang-froid ses soldats et officiers, parfois dans leur sommeil. Ce que recherchait cette junte à travers ces attaques était tout simplement de briser nos forces armées et de semer le chaos dans notre pays et notre sous-région. C'est un projet sinistre qui aurait eu des conséquences désastreuses au-delà de nos frontières, n'eût été la bravoure de notre armée, la détermination du peuple éthiopien, y compris ceux du Tigray, et sa résilience. Je suis particulièrement honorée de pouvoir vous annoncer et en fait être porteuse d'une bonne nouvelle, que les opérations de maintien de l'ordre sont à présent terminées. Toutefois, notre attention sera portée sur l'arrestation et la traduction en justice de la junte du TPLF, mais aussi sur l'acheminement de l'assistance humanitaire à nos concitoyens qui sont dans le besoin, à rapatrier au plus vite ceux qui ont fui leur communauté, commencer la tâche de la reconstruction des infrastructures et assurer le développement durable de la région et de notre pays. La tâche non moins importante qui sera entreprise sera de panser nos plaies, un travail de guérison pour tous ceux qui ont été meurtris dans leur chair et leur âme par cette tragédie. Avant tout, il faut que nous, Éthiopiens, de tous bords, quelle que soit notre appartenance communautaire ou religieuse, devons refléter sur ce qui s'est passé en ce mois de novembre, se regarder en face pour comprendre comment et pourquoi une telle tragédie a pu avoir lieu
et surtout comment tirer les bonnes leçons pour construire un avenir meilleur pour nos enfants. Durant ce mois critique pour l'Éthiopie, Djibouti a été, comme à son accoutumée, à nos côtés pour nous soutenir et nous encourager. Le président de la République de Djibouti, le gouvernement et le peuple djiboutien ont, une fois de plus, été du bon côté de l'histoire. Je ne saurais exprimer assez la gratitude du peuple et du gouvernement éthiopien envers le président Ismaël Omar Guelleh, le peuple et le gouvernement de ce grand pays pour ce soutien précieux. C'est en effet en ces moments-là que se mesure la vraie amitié. Et encore une fois, vous l'aurez démontré. L'Éthiopie est plus que jamais déterminée à continuer à travailler main dans la main avec Djibouti et ses autres voisins afin de réaliser nos objectifs communs de paix, de sécurité et de développement. C'est avec ces mots que je termine mon allocution en vous réitérant le salut fraternel que j'adresse aux membres de cette auguste assemblée et à travers elle au peuple djiboutien et à ses dirigeants. Vive l'amitié entre l'Éthiopie et Djibouti. Je vous remercie. Ensuite, la présidente de l'Éthiopie a signé le livre d'or de l'Assemblée nationale, suivi d'une séance de photos avec les parlementaires, dont les femmes parlementaires. Prendre une photo de famille avec les parlementaires, les membres des organisations internationales et les ambassadeurs accrédités à Djibouti. Toujours dans le cadre de sa visite après l'Assemblée nationale, la présidente de l'Éthiopie a effectué une visite des infrastructures portuaires phares de notre pays. La présidente accompagnée de sa délégation s'est rendue en premier au SGTD. Elle a été accueillie par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, suivi des détails donnés par son directeur Abdullahi Adawe Sigad. Le directeur Abdullahi Adawe a clairement souligné que le SGTD est le terminal à conteneurs le plus moderne en Afrique de l'Est, leader du commerce régional et de la chaîne d'approvisionnement. Donc, une fois fini, le cortège s'est dirigé vers le Doral et Multipurpose Port au DMP. Cette fois-ci, la présidente a été accueillie par le directeur général du port PDSA DMP, M. Jama Ibrahim Darar, et de ses principaux collaborateurs. Toujours dans la même dynamique, la présidente en immersion a suivi cette visite détaillée de très près, véritable fleuron de l'économie djiboutienne. Le DMP a constaté plusieurs navires vraquiers transportant des graines et des engrais destinés aux agriculteurs éthiopiens. Ensuite, la délégation, toujours accompagnée du président de l'autorité des ports et des zones franches, s'est rendue vers la voie ferrée reliant Djibouti à l'Éthiopie. Une partie du réseau ferroviaire qui permet de minimiser le coût du temps de transport entre les deux pays, ainsi réduisant la pollution. Et enfin, cette journée s'est clôturée par la visite de la zone franche internationale
au PK23 et une projection portant sur les ambitions de la République de Djibouti et son devenir ont été détaillées à la présidente. Ensuite, à l'IGAD, la présidente Saleh Ouarka Zaoude, accompagnée toujours des autorités du pays, s'est rendue en milieu d'après-midi au siège de l'IGAD, où elle a été accueillie chaleureusement par les hauts responsables de l'IGAD, dont le secrétaire exécutif, Dr Warkane Gebryehu, secrétaire exécutif de l'IGAD, qui a souligné que c'était avec un grand honneur de recevoir la présidente et un privilège de l'accueillir au sein de l'IGAD. Il s'est réjoui d'avoir écouté les paroles encourageantes pour l'accomplissement de leur travail. Pour sa part, la présidente de l'Éthiopie a félicité le formidable travail exécuté par l'IGAD et d'avoir transformé l'organisation qui est passée de la lutte contre la sécheresse pour le développement à une organisation de développement avec une composante pour la paix et la sécurité. La transformation réussit grâce aux efforts inlassables des États membres et de son personnel, a ajouté la présidente Saleh Ouarka Zaoude, insistant que l'IGAD est la première réponse aux problèmes régionaux et doit être une réponse régionale, et l'IGAD a défini son rôle à pour son travail et notamment en cette période de Covid-19. Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a remercié la présidente pour sa visite au sein de l'IGAD et conseille pour ces réformes de l'organisation régionale, notamment précisé que le directeur Warkane travaille sur ces réformes et a commencé avec un plan de 100 jours. Nous le félicitons. Enfin, le ministre a souligné que l'IGAD devrait être le meilleur vecteur d'intégration régionale. La transformation et la modernisation de l'école djiboutienne a été à chaque fois émergée et façonnée à travers des consultations nationales. Eh bien, les États généraux de l'éducation nationale de 1999 et le colloque sur la qualité des enseignements apprentissages de décembre 2016 sont les deux événements fondateurs. Suivant ce mode d'emploi, eh bien, le MENFOP lance les consultations nationales en vue d'un forum de 2 jours sur les métiers de l'enseignant qui sera organisé dans le courant du mois de décembre en vue de l'élaboration de la politique nationale de l'enseignant alignée sur la politique éducative. Eh bien, c'est dans cette optique que le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé ce 30 novembre 2020 une réunion de lancement des travaux de consultation regroupant les hauts responsables de son département, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, l'ensemble des chefs d'établissement et un parterre d'enseignants. Au cours de son allocution, le ministre a, à cette occasion, a insisté sur l'éducation et a rendu également hommage au père de la nation, au père de l'école djiboutienne, Ismaël Omar Guelleh. Et dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rappelé que le but recherché à travers les consultations des enseignants consistant à la mise en place d'une politique qui place l'enseignant au cœur de la politique éducative de notre pays. Intervention que je vous propose de suivre. Aujourd'hui, de nouveau, dans le cadre donc de l'élaboration de cette politique nationale enseignante, vous êtes de nouveau sollicités pour contribuer à la réflexion. Une réflexion qui aboutira à des propositions concrètes sur le métier de l'enseignant. Nous avons aujourd'hui une opportunité, une chance pour vraiment revoir ce métier d'enseignant dans sa globalité, dans ses différentes branches. Cette politique nationale enseignante comprendra du recrutement de l'enseignant à sa formation, mais également à ses plans de carrière, à ses différentes, bien sûr, possibilités de promotion, que ce soit par la voie administrative ou par la voie pédagogique, mais également son plan de carrière, son avancement et vraiment également sa retraite, mais également pendant cette vie d'enseignant, pour que l'enseignant puisse vraiment vivre dans les meilleures conditions, que ce soit au niveau du logement,
mais également que ce soit au niveau de sa santé. Bien sûr, dans cette politique également, les volets santé de l'enseignant, les volets bien sûr social de l'enseignant vont également bien sûr être discutés. La consultation donc nationale à laquelle aujourd'hui je vous invite, Inch'Allah, aboutira, comme je disais tout à l'heure, à la mise en place et à la mise en œuvre d'une politique nationale enseignante lors du forum de décembre. Je suis convaincu que votre participation, elle sera massive à cette consultation et je me permets de dire qu'avec cette politique, nous allons redynamiser le corps enseignant et ainsi atteindre l'objectif premier qui est bien sûr l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages et ainsi écrire une nouvelle page de l'histoire de notre système éducatif. Et c'était donc l'intervention du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Et pour nous en parler avec plus de détails, nous avons avec nous sur ce plateau M. Mohamed Ali Abdillahi. Je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ma première question serait donc de quoi s'agit-il de la politique nationale enseignante? À quoi donc va-t-elle servir et à qu'est-ce qu'elle est au fond? Très bien. Merci d'abord pour votre invitation sur ce plateau de la RTD. Il faut savoir que d'abord, vous l'avez tout à l'heure dit dans les émissions, que depuis les États généraux, le président de la République, il avait initié des consultations. Et sur cette dynamique que nous avons entrepris pendant ces 20 dernières années, à ce que chaque fois qu'il y a un défi prépondérant, on puisse consulter les enseignants. Ça a été dans les États généraux et en 2016, nous avons aussi consulté les enseignants dans ce domaine de la qualité qui nous fait défaut. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e étape qui est nous sommes à un moment où nous sommes en train, 20 ans après, d'évaluer les actions qui ont été entreprises. Il y a maintenant aussi des moments importants. Nous avons fait 2 schéma directeur. Le schéma directeur de 2000 à 2009 et le schéma directeur de 2010 à 2020. 20 ans se sont écoulés. Là, aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire le 3e schéma directeur de 2020 à 2025. Ce schéma directeur nous permet de tracer l'horizon. Et bien évidemment, pour ça, il faut que les enseignants, qui sont les premiers acteurs de l'éducation nationale, soit consultés. Deuxième encore raison, c'est que il y a un travail qui s'est fait au sein du ministère du Travail et de la réforme administrative, c'est la réforme du statut général des fonctionnaires. Et in facto, ça a des répercussions sur le statut particulier des enseignants qui date de 1981. Ça veut dire qu'il a 41 ans. Il ne répond plus aux exigences, il ne répond plus aux besoins. Il était fait pour l'enseignant d'hier. Donc l'enseignant actuel a besoin d'un nouveau cadre, un nouveau statut. Et cette politique, bien évidemment, va aider la construction de ce nouveau statut. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans la vie professionnelle de l'enseignant? Alors, qu'est-ce que ça va changer? Ça va beaucoup changer. Ça va beaucoup changer puisque toutes les questions relatives à l'enseignant seront posées dans le recrutement, dans la rétention, dans son déploiement, dans sa formation, dans son plan de carrière, dans sa rémunération, dans ses avantages, dans ses conditions d'emploi, dans son management scolaire et dans sa déontologie. Toutes les questions que nous allons poser sont tous liées à l'enseignant. Et il doit écrire cette nouvelle page. Nous ne voulons pas écrire ça dans les bureaux, aux frais. Nous voulons à ce qu'il participe à l'écriture, qu'il dessine lui-même son destin de demain. D'accord. Ma dernière question serait donc quelles seront les prochaines étapes? Très bien. Alors, d'abord, il y aura, jeudi 3, une consultation nationale. Nationale, ça veut dire que tous les enseignants seront impliqués
Ces consultations auront lieu dans toutes les écoles, dans tous les établissements scolaires, collèges, lycées, le jeudi 3. Puis, nous allons faire un regroupement des représentants et il y aura une deuxième consultation le jeudi 10 dans des endroits que nous avons indiqués. Et puis après, la troisième étape, il y aura le forum. Ça, ce sont les consultations directes avec les enseignants. Il y a également une consultation indirecte via l'Internet qui sera lancée dès le jeudi 3. Nous voulons que les enseignants aient la parole et qu'ils puissent se libérer et dire tout ce dont ils ont besoin. D'accord. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire quand un enseignant dit « je veux ça, je veux ça » est-ce qu'il aura ce qu'il veut demander? Bien évidemment, la politique nationale enseignante va tenir compte des doléances, va tenir compte des recommandations. Et toutes les réponses qu'ils vont donner vont servir à tracer ce plan de carrière un nouveau plan de carrière qui doit être mis. Ce que nous cherchons maintenant, c'est un enseignant émergent et un cadre renouvelé. Et une politique en faveur de l'enseignant. Une politique placée pour la première fois. Il faut le savoir que nous avons toujours, et bien évidemment, ce n'est pas maintenant, à chaque fois qu'il y a eu des réformes, nous avons pensé à l'enseignant. Mais c'était de manière parcellaire. Un point ici, un point ici, un point ici. Aujourd'hui, c'est un ensemble, c'est de manière holistique. Toutes les questions relatives, sociales, professionnelles, économiques, vont être abordées. D'accord. Merci, monsieur, d'avoir répondu à nos questions. Donc, je rappelle que vous êtes conseiller technique auprès du ministère de l'Éducation nationale. Merci. Bonne soirée. Merci. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriyé, a reçu les membres de la nouvelle mission chinoise qui va remplacer en partie celle qui travaillait depuis plusieurs années aux côtés du département de la Santé. Composée de 12 spécialistes, dont des gynécologues, des ophtalmologues, cette nouvelle mission chinoise devra remplacer l'actuelle équipe dont la mission a pris fin et qui a grandement contribué aux efforts sanitaires et hospitaliers. Eh bien, les ministres de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriyé, s'est félicité de l'excellence des relations entre la Chine et Djibouti, dont témoigne cette fructueuse coopération sanitaire qui s'exprime à travers le renouvellement de la mission. La direction hydraulique rurale du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques en partenariat avec l'UNICEF a organisé ce matin à l'hôtel Les Acacias un atelier de validation du document d'études de référence et celui du plan de travail sectoriel consolidé 2020 en milieu rural. Présidé par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Almi, cette réunion a vu donc la participation de la représentante adjointe de l'UNICEF ainsi que les représentants des 5 régions de l'intérieur. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'éradication de la soif et de la facilitation à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les zones rurales. Plan d'action sectoriel consolidé 2020 et la situation de référence des indicateurs eau, assainissement et hygiène. C'est un secteur vital en direction duquel Djibouti ne cesse de déployer des efforts considérables au profit des communautés, des familles et bien sûr des enfants. Je voudrais ici exprimer mes sincères remerciements à l'endroit de Son Excellence, Monsieur le Ministre, représenté ici par son secrétaire général, pour son engagement et sa vision stratégique en vue d'améliorer la gouvernance sectorielle, qui est si fondamentale pour l'amélioration de l'accès pour les enfants et leurs familles à des services d'eau, assainissement, hygiène, de base durable et de qualité. En vue de répondre aux soucis des autorités publiques, des acteurs du secteur et bien sûr des communautés, de disposer d'informations probantes en temps réel sur les progrès réalisés et les résultats atteints, la direction de l'hydraulique rurale a recruté, avec l'appui de l'UNICEF, COSINUS, un bureau d'études international, pour mettre en place dans un premier temps un protocole national de suivi et évaluation
pour les secteurs eau, assainissement et hygiène en milieu rural. Quant au secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Elmi, il a rappelé les priorités du gouvernement, notamment le MAEPRH, qui est l'éradication de la soif et la facilitation d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Nous l'écoutons. Vous savez, l'éradication de la soif et la facilité d'accès à l'eau potable et à l'assainissement constitue une des priorités du gouvernement de Djibouti, notamment du ministère de l'Agriculture. Face à ce vœu, une réalité concrète est de mettre les populations des zones rurales à l'abri des stress hydriques et sont les nobles missions que poursuit le ministère de l'Agriculture à travers la direction de l'hydraulique rurale du ministère. En outre, le développement durable du secteur consiste à mesurer et à assurer une meilleure maîtrise de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Pour ce faire, une application rigoureuse des mesures de gestion de la planification du développement durable de ce secteur doit être mise en place. L'absence d'un outil de cette ampleur valorisant les données et accentue les difficultés du secteur dans ce domaine. En effet, la réalisation d'une plateforme d'information de l'eau et de l'assainissement est plus qu'indispensable. Mesdames et messieurs, dans ce cadre précis, le ministère de l'Agriculture, à travers la direction de l'hydraulique rurale, a développé en 2019 le protocole national d'un système de suivi et évaluation pour le secteur WASH en milieu rural, en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes. Le document est conçu avec l'appui d'un bureau d'études international dénommé Cusinus et validé en février 2019 à travers un atelier de validation qui a eu lieu au Sheraton Hotel. Nous sommes encore réunis aujourd'hui à l'hôtel Acacia pour procéder à la validation de deux documents. Le premier document concerne le rapport des baselins qui permettra de renseigner les indicateurs du secteur en milieu rural et celui du plan de travail consolidé du secteur WASH en 2020. Nous allons parler environnement, où le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de lancement d'activités de mise en œuvre de la Convention de Minamata sur le mercure. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdallah, en présence du directeur de l'Environnement et des cadres du ministère, ainsi que des représentants des ministères concernés et des coopérateurs. Des coordinateurs, Mohamed Elmi, le mercure, rappelons-le, est un métal naturel qui peut être toxique quand il est rejeté dans l'environnement. Eh bien, la Convention sur le mercure est un traité international visant à protéger la santé humaine et l'environnement sur les effets néfastes du mercure. D'échanges et de partage d'expériences entre les différents acteurs de la santé sur les meilleures stratégies et méthodes de gestion rationnelle du mercure, et ce pour permettre à notre pays de se conformer pleinement aux obligations et aux dispositions de la Convention de Minamata sur le mercure. Plus particulièrement, l'article 4 et l'annexe A relatifs aux produits contenant du mercure ajouté seront abordés au cours de cet atelier. La Convention de Minamata sur le mercure est un traité mondial visant à protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et les rejets anthropogéniques de mercure et de composés de mercure. La Convention a été adoptée le 10 octobre 2013 lors d'une conférence mondiale tenue à Kumamoto, au Japon. Comme son nom l'indique, la Convention porte sur le mercure, un métal que l'on retrouve partout dans le monde, naturellement présent dans notre environnement, employé dans un grand nombre de produits de notre quotidien et rejeté dans l'atmosphère, l'eau, le sol par une multitude de sources. Le mercure est une substance chimique préoccupante à l'échelle mondiale compte tenu de ses propriétés intrinsèques telles que sa propagation atmosphérique à longue distance, sa persistance dans l'environnement, son potentiel de bioaccumulation dans les écosystèmes et ses effets néfastes importants pour la santé humaine et l'environnement. Une cérémonie de remise de kits en braille et des équipements au profit des enfants scolarisés, des enfants à besoins spéciaux dans cet établissement dénommé EBAS. Ce don a été remis par le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd. Cette cérémonie a vu la participation du président des réseaux des personnes handicapées, les responsables de l'école et les enseignants. Cette cérémonie de kits en braille et des équipements pour les enfants à besoins spéciaux a permis
à l'ANPH qui a procédé à la remise de kits en braille à ces personnes pour les appuyer et appuyer notamment leur famille. Et dans son intervention, le président des réseaux des personnes handicapées et le directeur général de l'ANPH, il a indiqué que cette cérémonie de remise de kits en braille, des équipements au profit des enfants scolarisés dans l'établissement des enfants à besoins spéciaux, était une initiative qui a bénéficié d'un grand geste de solidarité de l'ANPH et permettra, selon les instigateurs, d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap. Eh bien, l'ANPH a donc remis des cannes blanches, des montres, d'autres équipements destinés aux enfants scolarisés de cet établissement pour les besoins des enfants et notamment des enfants à besoins spéciaux. L'objectif de cette cérémonie étant de soulager les enfants, mais surtout les parents. Dans l'actualité internationale, les Palestiniens projettent un rôle positif des États-Unis sous Biden. Le communiqué conjoint a été publié à l'issue d'une rencontre entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le secrétaire général de la Ligue arabe. Eh bien, c'est au Caire qu'a lieu cette réunion. Ou bien les deux hommes se sont rencontrés pour parler de l'évolution de la question palestinienne, notamment la lumière sur les résultats de la dernière élection présidentielle américaine. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.